Salut à tous et bienvenue dans le podcast Multi-TCG de la Belle Carte. Je suis en compagnie de PL. Comment ça va PL? Ça va très très bien et toi? Ça va très très bien. Aujourd'hui on se Comme on a retrouve parti pour vous une. parler de plein de sujets. On a beaucoup d'actualités là sur le Multi-TCG, donc on va essayer de faire ça le plus condensé possible. Mais vous savez, on aime bien discuter, on est des bavards, donc ça peut peut-être durer Ça peut un petit déraper. peu plus. On va commencer dès lors par ce qui peut vous intéresser le plus, c'est-à-dire cette jolie petite boîte de Star Wars Unlimited, 7 numéro 2 en français, l'ombre de la galaxie. C'est un kit de démarrage, de decks prêts à jouer, qui est de Deux très joueurs. bonne facture. On va probablement nous s'affronter avec ces decks-là sur la chaîne TV, ça arrive incessamment sous peu, Oui. normalement la semaine prochaine. Et vous, ce pack-là, vous allez pouvoir le gagner dans cette vidéo, c'est très simple, c'est la belle carte, qui est l'endroit dans lequel on tourne, qui est notre société qui sponsorise cette vidéo-là. Il vous suffit juste de partager dans l'espace commentaire, nous dire par exemple ce que vous avez pensé du podcast, vous abonner à la chaîne en activant la notification, ça vous permet d'être au courant lorsque les vidéos sortent, et surtout de laisser un pouce bleu sur la vidéo. Donc voilà, on tirera au sort un commentaire d'ici quelques jours et vous recevrez ça totalement gratuitement. Merci à la belle carte de commencer à sponsoriser Merci, nos évidemment. contenus, c'est super cool et merci à vous de participer pour tenter de remporter ce super produit. Yep. Au menu du jour, Au menu. on va. Ah bah, vas-y, Vas-y, fais le non, menu. mais je te Non, mais laisse. j'ai fait le menu Magic. T'as Allez, raison. c'est parti. Fais le menu TCG. On va s'occuper de parler de l'errata qui est intervenue sur Bucky, la carte problématique de Disney dans l'Orcana. L'écureuil. On verra le petit écureuil effectivement. On parlera rapidement de mon tournoi Ursula, le Store Championship que j'ai fait au Deschanceux à Aix. On reviendra aussi sur l'annonce de l'Orcana avec les coffrets D23. Je sais pas si tu as vu passer ça, mais c'est assez, J'ai vu. assez sympathique. Ensuite, on vous parlera très rapidement de le Rise TCG, la Candypocalypse, qui est disponible actuellement en précommande sur labelcarte.fr. On pourra parler de l'annonce exceptionnelle qui a été faite à la Japan Expo pour One Piece, l'arrivée de la VF en fait, à partir de OP09. Il y avait des rumeurs, les gens en parlaient, on ne savait pas si ça allait être mis en place. Ça arrive. C'est le cas. One Piece qui sera en VF. On vous parlera aussi de OP09, donc les premiers reveals, notamment des leaders tant attendus, sont sortis. Ouais. Donc pour tous les collectionneurs, on vous révélera les leaders, notamment les 4 empereurs qui vont composer l'extension. Petit spoil pour ma part. Petit spoil pour ta Mais part, bon. mais tu peux pas y couper de toute façon. C'est ça, c'est la vie. On vous parlera rapidement aussi de la sortie du chapitre 2 de Star Wars Unlimited, notamment quels persos sont mis à l'honneur. Je vous parlerai aussi des 7 collectors, 6 cartes exclusives distribuées à la Comic Con de San Diego de Star Wars. J'adore faire ça. Je suis dégoûté de ne pas aller dans une de ces conventions-là parce qu'elles sont assez exceptionnelles. Et on finira, vous avez vu, il y a beaucoup d'actualités, ce podcast en parlant de Rosetta, qui est la nouvelle extension qui a été annoncée par Flesh and Blood, ce Magnifique. TCG si délicieux. Beaucoup de choses à dire aujourd'hui, on va essayer de faire ça le plus rapidement possible. Yep. Avant de foncer dans les sujets, Un petit big up. on va faire un petit big up au poteau Joyana, qui est un galeriste qui est fan d'art et fan de TCG. Vous Et en avez là, déjà parlé? Oui, Son on petit en, a vlog déjà, notamment. on en a déjà parlé avec un petit vlog très très sympathique. Et il se trouve donc qu'il est galeriste, donc exposant sur Marseille et sur Paris. Là, il se trouve qu'en ce moment, au moment où vous regardez ce podcast, il expose sur Marseille. Et donc son exposition est encore, sa galerie est encore disponible bien, le lendemain de la sortie de ce podcast, le samedi 20 juillet. Et pourquoi je vous invite à aller y faire un tour à l'espace Jouenne si vous êtes du coin? Eh bien parce que là, ça mixe littéralement ces deux passions entre l'art et les TCG, parce qu'il exposera des prints d'illustrateurs de TCG, notamment des illustrateurs de Flesh and Blood. J'ai regardé un petit peu ce qui allait être exposé, ce qui est à l'achat, c'est magnifique. Si vous aimez l'art, si vous aimez le TCG, passez faire un tour à la galerie du poteau Joyana. Je suis très déçu de ne pas pouvoir y aller. J'aurais adoré y faire un tour, mais C'est assez magnifique. Nous, on a une semaine malheureusement très chargée, ouais, pas possible. mais il y a de très très belles choses. On commence directement par une des annonces les plus importantes. C'est fou parce qu'on est en plein été. C'est une période qui est pas trop propice au TCG. On le dit tout le temps, l'été pour les TCG, c'est mort. Ben, c'est serait, censé quoi. théoriquement être mort. Même nous, on le voit avec la belle carte sur les ventes. Les gens sont moins propices à acheter. Et ils vont en vacances. Ils vont en vacances. Il y a moins de vues sur les vidéos aussi. Et c'est normal. On essaye tous, entre guillemets, l'été de vivre un peu plus dehors que dedans. Nous Et aussi. donc de moins prêter attention au TCG. Et pourtant, j'ai jamais vu autant d'annonces TCG et d'annonces C'est fou. vraiment importantes en été. Je sais pas pourquoi les éditeurs choisissent cette période-là pour Ouais. faire pour qu'il y ait autant d'actualité sur le TCG. J'ai une Je comprends pas. petite idée, moi, qu'ils n'ont pas choisi particulièrement cette période, mais que simplement, avec les calendriers qui sont denses tout le reste de l'année, Ouais, ouais. maintenant on peut pas se permettre d'avoir 10 mois sur 12.
Donc on a 12 mois sur 12 et on en profite aussi, quoi. Ouais, mais là, tu as quand même des concentrés d'annonces assez Il y en a marquantes, beaucoup quoi. au mois de juillet, Ouais. juin-juillet, effectivement. Mais genre pour Wizard, typiquement, toutes leurs grosses annonces, ils les font. Alors d'ailleurs, cette année, apparemment, ça va changer Ouais. parce qu'ils n'ont rien annoncé encore. Mais d'habitude, c'est en août, au final, les grosses annonces, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, tu vois, là, tu as quand même eu l'annonce des 7 fondations, oui. tout ce dont on a parlé dans le podcast Magic, si vous l'avez pas regardé. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'actualités. On a eu des podcasts qui étaient beaucoup moins denses. Et là, on Ouais. est en plein été, mois de juillet. Il y a trop de trucs. C'est censé être le calme plat. Et là, vous avez vu le sommaire, il y a énormément de choses à traiter. Mm. On revient donc du coup sur l'errata de Bucky. Bucky, c'était ce petit écureuil qui a été reveal dans le set numéro 2 de l'Orcana. J'ai fait toute une vidéo qui parle de la rétrospective de la carte Bucky quand elle est sortie, comment elle a commencé à être jouée, et ce qu'elle est devenue, et pourquoi elle est devenue un problème pour le jeu, et quelle a été la solution contre laquelle moi je suis plutôt contre de l'Orcana. En gros, Bucky c'était un drop 2 qui avait la ward et qui permettait de faire défausser une carte dans la main de l'adversaire à chaque fois que vous jouiez un personnage avec le sous-type Floodborn. Et sauf que cette carte-là qui est devenue problématique, et on ne reviendra pas sur tout ce que j'ai traité dans la vidéo, au lieu de la bannir ou de prendre d'autres alternatives que la plupart des TCG physiques prennent, ils ont décidé d'opter pour la technique de l'errata. Et donc l'errata, c'est littéralement le nerf. C'est-à-dire qu'ils ont pris la carte, et là pour le coup ils l'ont charcuté, ils l'ont défoncé. La carte ne coûte plus 2, elle coûte 3, elle n'a plus ward. Et en plus de ça, son effet trigger, non pas si jamais vous jouez un perso Floodborn, mais si vous avez déclenché la capacité alter du personnage Floodborn. Autant vous dire que le personnage il a été trituré dans tous les sens, c'est plus du tout la même carte, et il sera plus jamais jouable. À ce titre-là, pourquoi ne pas l'avoir banni? Puisque de toute façon, c'est pas comme s'il lui avait enlevé que la ward et que du coup la carte restait jouable, juste le plan de jeu était plus facilement attaquable. Ils l'ont tellement détruit que ça s'apparente à un ban. Ouais. Sauf du shadow ban. Sauf qu'il s'agit d'un errata. Et pourquoi c'est un problème de faire un errata? Eh bien, c'est parce que ça amène de la confusion dans ton jeu. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ouvrent vont une carte qui ne fait pas l'effet qui est écrit dessus. Déjà, donc c'est-à-dire qu'il faut, t'as le droit de jouer les anciens Bucky, mais du coup elle a pas 2, elle a 3, il faut le traquer pendant les games. Les gens qui vont découvrir le jeu, les gens m'ont dit oui, mais tu sais, les gens qui découvrent le jeu, ils ont du mal aussi à suivre les banlists. C'est beaucoup moins confusant de connaître ta banlist où tu as 10 noms, tu connais les 10 noms, t'as pas le droit de les mettre dans ton deck, que de suivre toutes les cartes erratées qui sont sur une liste d'errata. Là, ça rend ton jeu vraiment confusant. Et le problème de Bucky, jeux l'ont fait, vous allez me dire, là il y en a qu'un seul, oui bien sûr, mais en fait ça ouvre un précédent. Si jamais il y en a d'autres, ça risque de devenir très confusant. Moi, ce qui m'embête encore plus que ça, c'est que du coup la carte elle est totalement injouable alors qu'une banlist c'est évolutif. Peut-être qu'un jour Bucky aurait été cohérent dans un metagame, on aurait pu jouer la carte et du fait qu'elle a été erratée, qu'elle a été rendue nulle à chier, on la jouera plus jamais alors que là elle aurait pu aller sur la banlist le temps 2. Parce qu'il n'y a pas de déserrata. Non, mais non, ils pourraient, mais c'est bizarre. Non, parce que justement, je vais t'expliquer pourquoi ils ont légitimé un errata, ce qui fait qu'elle sera vraiment plus jamais jouable. Donc toujours. elle sera pas déserratée. Elle sera pas déserratée. Et alors qu'en fait, s'ils l'avaient bannie, on aurait pu théoriquement penser qu'ils pouvaient la débannir un jour. Voilà, il y a des cartes qui vont sur la banlist et qui reviennent quand le format leur permet, notamment quand le Power Creep aura fait son effet sur Disney et que Bucky aurait été une carte jouable, quoi. Donc je suis pas trop fan de ça. Et pourquoi eux, ils ont assumé le fait de faire un errata, ils ont communiqué là-dessus? Eh bien parce que ils ont estimé que comme ils allaient introduire l'Orcana dans d'autres langues, ils vont réimprimer du chapitre 2, ce qui va leur permettre mécaniquement du coup de réimprimer la nouvelle version de Bucky, la ça bonne enlèvera version, pas du coup. la confusion sur les anciennes versions. Et parce que visiblement dans les sets qui vont arriver, ils ont sorti une carte qui est un alter à Bucky, et donc si tu bannis Bucky, tu te retrouves avec une carte qui a un alter sur aucun support. À part Morph. À part Morph. Mais du coup, ce qui aurait été assez peu cohérent. En vrai, je m'en fous. Je pense que la bonne solution c'était quand même de ban et tant pis pour l'alter, il refait un Bucky plus tard. Exactement, parce que déjà on s'en fout et de deux, personne ne va altérer sur ce Bucky là. Parce qu'ils l'ont tellement charcuté que ça n'a plus aucun intérêt compétitif de le jouer. Et vous allez me dire, ouais mais pour les gens qui jouent en casual, mais les gens qui jouent en casual, ils jouent une carte bannie et on s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire? Puis généralement c'est plutôt la sphère casual qui n'aime pas Bucky. Donc, bien sûr. Donc globalement, mon propos c'est plutôt de dire que sur un TCG physique, on prend jamais le parti des errata, mais le parti des bans. Les errata, les nerfs, les cartes comme ça, les patchs, vous les appelez comme vous voulez, c'est dédié à des jeux numériques, notamment Hearthstone, parce que c'est très simple de corriger une carte, c'est des lignes de code, et ça corrige toutes les cartes pour toujours et personne ne peut se tromper. Et je vois pas l'intérêt de le faire pour un jeu physique. Et autant l'Orcana, je les trouve impressionnants sur l'entièreté de leur direction, le design. Et
j'ai pas grand-chose à redire sur l'évolution de Ravensburger et de Lorcana. Autant ça, c'est une décision qui peut me faire peur pour la suite du jeu. Mais ouais, s'il y a un premier, quoi, comme on dit. Et s'il y en a trop souvent, Très peu lisible. Ouais. Après, les errata et les bans, c'est un aveu, on va dire, on s'est raté. On s'est raté sur un truc, on pensait que tout était OK, parce Mais que c'est les pas cartes grave, sont designées pour ça. Ça va arriver, tu vois. Oui, ça va arriver, mais du coup, si ils estiment faire un bon boulot, ça devrait peu arriver. Et en un an de vie de jeu, il n'y a que maintenant où il y a une situation un petit peu compliquée avec le Bucky et qui a nécessité un errata ou un ban. Enfin, là, ce sera un errata du coup. Donc au final, on se dit si c'est un par an, je préfère quand même les bans, mais ça reste acceptable en termes de lisibilité pour le jeu. C'est même, je sais pas comment le dire, philosophiquement ou quoi, dans ton TCG physique, tu veux pas d'errata. Ça n'est pas cohérent avec, bizarre, avec le fait que tu puisses pas changer la valeur numérique des cartes que les gens ont déjà, en fait. Donc j'apprécie pas le procédé, même si dans le fond, en fait, j'aime pas le procédé dans le fond, même si dans les faits, ça n'est pas si problématique que ça. Parce que là, évidemment, on va juste arrêter de jouer Bucky et ça posera quasiment aucun problème à personne. J'aime pas le fait que ça existe et j'aimerais pas surtout le fait que ça devienne régulier, récurrent, quoi. Effectivement. Donc voilà, si jamais vous voulez savoir pourquoi Bucky est devenu problématique et avoir mon avis un peu plus en profondeur, il y a une vidéo qui est dédiée à ça sur la chaîne Lorcana. Je vais revenir. En parlant de Bucky. Ouais, je vais revenir rapidement sur mon tournoi Ursula. J'avais donc du coup la possibilité de faire un seul Store Championship Ursula parce que le week-end, au mois de juillet. Ouais, et le week-end qui arrive, on va à Sol Ring et le week-end d'après, je suis à Commandeur l'Assemblée à Auxerre, donc je pouvais pas participer à d'autres Store Championship et c'est vrai que ce genre de carte-là m'intéresse, ce genre de tournoi-là me parle. J'avais pas mal envie de pouvoir participer à un de ces tournois-là. Toi, tu étais à la Coupe de France Duel Commander le week-end passé. Donc moi, je pourrais en faire qu'un quand toi, tu es au CR. Exactement. Toi, tu pourras faire celui de notre ville. Moi, j'ai été donc à Aix, au Deschanceux, qui est une petite boutique qui doit avoir même pas un an d'existence, qui est pas si petite que ça d'ailleurs, puisqu'ils ont accueilli un tournoi à 48 joueurs, qui est un des plus gros Store Championship de France. Belle taille quand même. Très belle taille, super boutique, super ambiance. La gérante était adorable avec un stream en plus qui permettait de diffuser sur Twitch les parties en direct avec du bon matériel, un bon setup bien lisible. Donc vraiment c'était une très bonne expérience. Je vous invite à aller suivre sur Twitch le Deschanceux. Ils streament quasiment tous leurs tournois, hein, pas que sur du Lorcana. Ok, trop bien. C'est vraiment très très sympa et puis c'est des boutiques qui viennent de s'implémenter. Nous on sait en tant que label carte comme c'est difficile de créer quelque chose, créer une société, créer une boutique. Donc allez leur donner de la force si vous êtes dans la région d'Aix. C'est vraiment une super boutique à fréquenter. Trop bien. On l'a souvent parlé, même si elle a peu d'existence. On a toujours dit du bien. C'est ce que j'ai dit à la gérante. Je dis, je vous connaissais pas, mais je savais déjà, on m'avait déjà dit beaucoup de bien de votre boutique et je confirme, c'est effectivement très bien. Donc si je peux utiliser un peu d'influence de ce podcast pour faire un big up aux boutiques dans lesquelles on se sent bien. Aux exploits. N'hésitons pas. Mon tournoi, j'avais absolument aucun volume de jeu parce que malheureusement Pixelborn est en down et la communauté sur Toulon est plutôt associative plutôt que vraiment un tournoi toutes les semaines dans une boutique. J'avais pas trop le loisir de beaucoup jouer. J'avais dû faire peut-être 6-7 parties avec Bucky, 2-3 contre des créateurs de contenu dans les vidéos qui sont sorties sur la chaîne et j'en ai fait 3 lors d'un tournoi que j'ai fait à hier, notamment à Jeudredi. Ce qui veut dire que j'avais pas beaucoup d'expérience. J'ai un peu théorisé en prenant les conseils de Boba Fett, qui est un streamer sur Twitch, en prenant sa liste et en faisant un peu ma popote. Je suis monté avec Baptiste, qui est notre associé sur la belle carte, qui lui du coup jouait violet-rouge. Et c'est un tournoi qui s'est plutôt bien passé pour moi, parce qu'à l'issue des rondes, j'ai fini premier, ce qui m'a qualifié pour le top 8 évidemment. Sauf que là où le bas blesse un peu dans ces tournois-là, c'est que tu fais top 8, t'as rien, on s'en fout. Il faut gagner ta première ronde de top 8. Il faut gagner ta première ronde de top 8. La vraie finale, elle est là, parce que les Ursula, donc les fameuses cartes que vous voulez absolument récupérer, eh bien c'est seul le top 4 du tournoi qui les récupère. Donc voilà, il fallait passer cette étape du top 8. Et en plus, j'ai eu un petit bad feeling moi, par rapport à tous mes autres adversaires du top 8 dans ce tournoi-là, parce qu'à l'issue de la 5e ronde, il y avait 6 rondes, parce qu'on était 48 joueurs. À l'issue de la 5e ronde, je suis 3e au standing, le premier des 4-1, et les 2 premiers, eux, sont des 4 victoires et une draw. Donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on peut tous faire draw pour passer en top 8, s'acheter du coup une ronde de répit, et surtout être sûr de ne pas avoir besoin de jouer, parce que les 4-2 ne passeront pas. Ouais. Donc du coup, tout le monde sur les 4 premières tables fait draw. Sauf que moi, étant 3e au standing, et le calcul de MTG mêlé étant un calcul aléatoire, c'est-à-dire que si tu es 3e, tu joues pas avec le 4e. Tu joues avec tous les gens qui sont en 4-1.
Ok, Il n'y a aucun intérêt de départage sur les gens avec qui tu es positionné à la table, ok. en fonction de chaque ronde. Et donc du coup, les 3 premières tables sont donc du coup les 4-0-1, les 4-1-4-1. Mhm. Et moi, je suis le seul joueur qui tombe contre un 3-1-1. Ah, sous-appareillé. Donc je suis sous-appareillé alors que j'étais le premier des 4-1 à la base. Et mon adversaire, lui, ne peut pas faire draw. Ah, il est obligé de jouer. Il est obligé de jouer. Donc ça veut dire que je me retrouve être le seul gars qui ne peut pas faire draw et qualifier en top 8, qui doit jouer ma 6e ronde. Et si je la perds, je fais pas top 8. Ce qui est Ouais, parce qu'il te passe devant. Ouais. extrêmement frustrant, ce qui est un bad feeling de fou, surtout quand t'es premier des standings en 4-1, quoi. Donc j'ai eu à jouer cette game-là que j'ai évidemment remportée, et tant mieux, parce que franchement, si je l'avais perdu cette game-là, Ouais. ça m'aurait rendu un peu zinzin. Bah, c'est pas de bol, quoi. C'est pas de bol. Deuxième bad feeling, bah du coup, comme je suis le seul à jouer et que je la gagne, je suis le seul à avoir 5 victoires, ce qui me met premier des standings, c'est super cool. Je me dis que je vais avoir le toss tout du long. Là, c'est pas si idée. Et c'est pas sidé non plus. Donc du coup, j'étais vraiment un peu double baisé dans la programmation du tournoi. Après, c'était tout à fait légal de mettre en place ces règles-là pour le tournoi, donc c'est pas du tout imputable ni à l'arbitrage ni aux déchanceux. Les règles étaient faites de cette manière-là, mais elles m'ont été de bout en bout du coup un peu détrimentales, tu vois. Ce qui était un peu frustrant à ce moment-là. Et donc pour revenir donc au top 8, j'ai réussi à gagner mon top 8, ce qui m'a du coup offert la magnifique Ursula qui est très très chouette. Et le tapis. Et le tapis, mais ça il faut d'abord gagner la demi-finale pour avoir le tapis. Ah, c'est que les finalistes qui l'ont. Exactement, voilà. Et donc j'ai gagné ma demi-finale, et puis la finale on a décidé de split les lots, évidemment, parce que ça faisait 10 heures qu'on faisait des tournois. Ok. On a joué la partie en off pour juste décider qui avait le tapis champion, qui vaut le même prix que le tapis pas champion. Ok. C'est Monopo qui a gagné, mais on jouait vraiment en mode chill, on quoi. pousse les cartes, on se barre, tout le monde veut partir. Oui, parce qu'il y avait quasiment pas de. On a juste, on a splitté, et on s'est barré. Il n'y avait plus aucun enjeu à ce moment-là. Et pour tous ceux que ça intéresse de voir mes parties, voir comment je me suis préparé, comment j'ai buildé ma decklist, quelles ont été notamment les plays, les spécificités, ce que j'ai mis en place comme stratégie, notamment dans le mirror, eh bien j'ai sorti une vidéo où je fais la rétrospective de tout ce tournoi-là, où je reprends tous les replays. Je suis beaucoup passé en table filmée parce que plein de gens voulaient pas y passer. Moi, j'étais tout le temps dans les hautes tables, et forcément, comme je suis streamer, j'ai pas trop de problème à passer en table filmée. Donc j'ai été assez régulièrement, notamment pendant tout le top 8 en table filmée, ce qui fait que du coup j'ai des parties sur lesquelles j'ai pu commenter et expliciter tout ce qui se passait à l'écran. Bien. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo qui est disponible sur la TV. Ok, elle est déjà sortie. Elle est déjà sortie. Super. On passe ensuite, encore une annonce de l'Orcana, c'est fou, ils ne s'arrêtent pas. C'est la dernière. C'est la dernière annonce pour l'Orcana. Ils ont annoncé le coffret D23. Ouais. Donc c'est un coffret qui ressemble un petit peu au premier coffret qu'avait annoncé le jeu à la Comic-Con il y a quelques années de ça en fait. Il y a un an. C'est un coffret exclusif en vente lors de la D23 aux États-Unis, mais il sera aussi disponible en France. Les cartes seront en anglais, mais ce coffret-là aura aussi un point de vente en France. Il sera mis en vente à Disneyland Paris, la boutique World of Disney dans le Disney Village, à partir du 9 août prochain, donc pour la sortie du chapitre 5. Je vous rappelle que le chapitre 5 actuellement est en précommande sur labellecarte.fr. On a enfin eu accès au catalogue Ravensburger, on s'est battu pour ça, et maintenant on pourra vous proposer tous les produits. On a les starters, on a les playmats, on a absolument tout pour chaque nouvelle sortie de l'Orcana. Donc si jamais vous voulez du chapitre 5 au meilleur prix en plus, allez faire un tour sur labellecarte.fr, ça nous soutient, et vous, ça vous permet de récupérer du bon petit Lorcana. Et donc du coup, voilà, le 9 août prochain, vous pourrez retrouver ce coffret à Disneyland Paris au prix de 100 €. Le coffret est magnifique, les cartes à l'intérieur sont cool, ça représente une carte pour chacune des 6 premières saisons. Ouais. Donc, ça veut dire que ça tease une carte de la 6e sorte, du 6e set, qui n'était pas encore sorti en France. Ouais. Et je pense que les gens vont se battre pour ça. Qui a l'air d'ailleurs très bien la carte. Ouais, elle est assez marrante en plus. C'est genre une espèce de... Alors je connais pas ce personnage-là, mais on dirait un vieux Mickey. Ouais, c'est des vieux dessins animés. Ouais. Et d'après toi, comment ça va se passer? Est-ce qu'il va y avoir la queue? Est-ce que tout le monde va en avoir? Est-ce que le prix ça va coûter super cher? Comment ça va se passer? J'ai aucune idée de ça va coûter assez cher à la revente, je pense, x2, x3. Parce que l'Orcana, les prix n'ont pas de raison. Si vous pensez y aller le 9 août et en avoir, non. Ah, tu penses que c'est vraiment... En fait, c'est 300 exemplaires et c'est 5 par personne. Ah, il n'y a que 300 exemplaires? Pour la France, ouais. Et pourquoi 5 par personne? Ils ont dit c'est 5 par personne. Donc ça veut dire que les premiers qui vont être là, si ils en prennent que 1, vous avez un peu de chance d'en avoir. Si non, ils en prennent 5, il n'y a aucune raison de pas en prendre 5. Du coup, en fait, il y a 60 personnes qui auront des coffrets et qui vont les vendre et gagner plein d'argent. Ouais. Donc voilà, c'est nul.
On est sûr de cette information-là? 300 et 5 par personne? Parce que Information moi, que j'ai pas les information infos. que j'ai vue à 2 endroits sur Twitter de par des gens qui, normalement, relaient pas des Ouais, informations ok. fausses. Alors, à Donc, mon soit avis, ils ont eu des mauvaises informations, eux, mais qu'ils pensent vraies, ouais, ouais. soit c'est les vraies informations, ce qui me choque pas, ça a l'air d'être des chiffres Non, c'est pas relativement. cohérent de donner la possibilité à 5 par personne. Ça, c'est pas normal. Mais parce Et que Disney, c'est en mode, on limite pas beaucoup, tu vois, c'est genre. ouais, mais si t'as que 300 exemplaires et que tu sais du coup que ça va être très demandé, Hmm. ne le limite pas à 5 par personne, limite à En 1 par fait, personne. 5, ça permet d'avoir ton carré pour jouer, plus la boîte que tu gardes fermée, tu vois. Ouais, mais tu fais que 60 euros du coup. Et tu fais que 60 €. Ouais, je trouve ça bizarre. Je prends avec des pincettes ces Peut-être informations-là. que c'est faux, ça fait 2 fois que je la vois l'info en tout Ouais, cas, ouais, ok. sur 2 endroits différents. Ça me paraîtrait fou que Disney autorise à un gars d'en prendre 5, alors qu'il y en a que 300 dans la boutique. Un peu Après, particulier. ils peuvent changer d'avis, hein. C'est jusqu'au no foot. Hein, En donc, tout cas, c'est récupérable dans d'autres conventions, notamment la Comic Con de San Diego pour ceux qui sont aux États-Unis. si vous êtes à San Diego. C'est quand même pas plus mal, au moins qu'ils aient décidé d'en mettre à disposition au Disney Ouais. Park, parce qu'à la base, il y en avait juste pas. Là, ils ont donné une option en France pour récupérer ces produits-là. Ça veut dire qu'aussi sur le marché de la revente, il faudra pas le racheter aux États-Unis. Ce sera quand même plus simple de le récupérer Oui. sur le marché français. Je trouve que l'initiative de Disney, si jamais c'est pas limité à 5 par personne, mais bien 1 par personne, moi je peux que saluer l'initiative, quoi. Ouais, oui, parce que 300, bon, quand même, ça va partir en quelques heures, mais au moins, il y en a de dispo, quoi. Et Ouais, les prix seront moins. 300, je me dis, il y a quand même pas 300 types qui vont aller à Disneyland. Par jour, il y en a beaucoup plus que 300. Donc, Oui, mais je veux dire de personnes qui vont aller à Disneyland que pour le coffret Lorcana. franchement, ne serait-ce que sur Paris, tu le trouves les J'ai 300. hâte de voir ce que ça va donner, s'il va y avoir une queue de 6 pieds de long, s'il va y avoir des camps. Nous, dans la culture sneakers, on sait qu'à une époque, quand il n'y avait pas les raffles en ligne, il y avait des camps, donc des gens qui s'organisaient Mhm. et qui venaient camper la veille. Je sais pas si tu peux faire ça à Disney, je sais pas comment ça va se passer. Je suis pas sûr, hein. Devant par attraction de pouvoir rester comme ça. Ouais, mais du coup, comment tu fais si jamais tu vas être dans les 60 premiers? Qui va décider qui est le premier? C'est bien le premier arrivé, le premier servi. Les gens pour voir Star Wars à l'époque, ils dormaient 2 semaines avant devant le cinéma, donc. Aucune idée. Aucune idée de comment ça va se passer. En mais fait, il va y avoir des dérives. Si les quantités sont si limitées que tu le dis Mm. et qu'en plus c'est 5 par personne, il va y avoir des dérives, c'est sûr et certain. Pour moi, c'est ce qui va se passer hein, si les informations sont correctes. Et il y en a une poignée qui vont en avoir, qui vont vendre ça à prix d'or. Et je m'attends à ce que le coffret se revende 250 € à peu près. 300 € peut-être. Alors si c'est 300 scalpés par 60 personnes, ça coûtera beaucoup plus cher. C'est 100 € le coffret. Ouais. Ça leur coûte 500 pour en acheter 5. Ouais, ouais. Et ils en gardent un pour eux, ils en vendent 4. Oui, bien sûr, mais je veux dire mécaniquement le prix, avec la demande qu'il y a dans le monde pour ces cartes-là, s'il y a que 300 unités en France Mm. et que 60 se partagent le gâteau, ça coûtera beaucoup plus cher. Ça dépend combien il y en a aux États-Unis. Selon moi, il y en aura pas mal aux États-Unis, mais que 300 en France. Et du coup, ça fait que le prix mécaniquement, il peut pas dépasser un certain montant, sinon tu achètes juste aux États-Unis. Oui, oui, mais il y a Donc, moyen que... parce que les frais de port, c'est pas si élevé hein. Pour un objet comme ça, pour les États-Unis, c'est 40 $. Bonne 40, ouais, j'allais dire 40 balles quand même. Mais bon, 40 balles, Mais du coup, non, ça veut dire que. non, c'est la douane qui te défonce. Si ton pack il coûte 1000 euros, tu vas payer 200 euros de frais de douane. Oui, mais ça coûtera pas 1000, quoi. Ben, je sais Ça pas. m'étonnerait. En fait, regarde combien coûtent les premières cartes des 23. Ouais, mais c'était des cartes distribuées à ceux qui étaient là dans la conve et il y en avait pas pour tout le monde. Ben, je sais bien, mais tu sais que les gens ils vont mécaniquement se faire ils vont, en fait, tu analyses toujours par rapport à ce que tu connais et Ouais. le seul élément de comparaison qu'on a, c'est ces cartes-là. Et je pense que ça va quand même inciter les gens à penser que la revente elle va être plus importante que x2. Je pense que les premiers prix, ce sera 500, mais qu'en vrai, le prix se Ah, sera peut-être que stabilisé ça va se stabiliser après. à 250-300. Selon moi. Après, Dites-nous vous vous me les taguerez en informations disant que vous c'était 1005 avez, pièces. RIP. De quoi? Vous me taguerez en disant en fait c'est 1500 € pièce et je ferai bon bah. Moi, je pense que ça Achetez sera pas. plus proche des 500 que des 200. Mais du coup, si jamais vous avez des estimations ou alors des informations, on les prend dans les commentaires. C'est Ouais. très important. Puis en plus, ça vous permet de On fait une participer moyenne. au petit giveaway. Exactement. Bah, la foule a toujours raison. Hein. Donc, si on prend 200 commentaires et que vous donnez tous un prix et à la fin, on sort une moyenne, on devrait pas être très très loin du prix. Allez, Ça marche toujours très bien. Dites pas 1 million et 1 centime, ça va niquer les stats. Ah, s'il y a que des gens qui disent 1 million et 1 centime, ça va pas marcher. Au final. Mais si les gens disent vraiment ce qu'ils pensent, on devrait tomber pas trop loin. Non. Ouais. Bon, allez, on passe au sujet suivant. Rise TCG, la Candypocalypse, qu'on vous a notamment annoncé lors du podcast précédent, est disponible en précommande sur labelcarte.fr. Pourquoi c'est important
de vous positionner maintenant pour une extension qui sort à la fin de l'année? Eh bien parce que nous, ça va nous permettre de savoir quelles sont les quantités qu'on peut précommander. Oui. En gros, on a une précommande fournisseur. Là, on est en toute transparence dans le fonctionnement de la belle On dit carte. tout là. On est dans une précommande fournisseur, mais qui est entre guillemets définitive à partir de fin juillet. Par contre, nous, on a eu le droit de lancer en tant que revendeur officiel Rise TCG nos précommandes à partir du 13 juillet. Donc, en fonction du volume de vente que vous allez décider de commander chez nous, eh bien, nous, on saura quelle commande on va pouvoir commander à partir de fin juillet. C'est ça. Donc, tous ceux qui voudraient commander du Rise TCG, mais qui se disent bon, je vais attendre plutôt septembre, plutôt août ou plutôt octobre pour précommander mon Rise TCG, eh ben vous risquez malheureusement que la plupart des revendeurs, dont la belle carte, n'aient basé leur précommande que sur les précommandes qu'on a déjà générées au mois de juillet. Donc si vous êtes sûr de vouloir du Rise TCG qui est quand même assez hype en ce moment avec le Fresh Pack qui a été annoncé comme un produit exclusif pour les revendeurs avec les boîtes collector et compagnie, si vous en voulez, précommandez-le en juillet parce que vous pourrez peut-être vous retrouver démunis un peu plus tard. Je le précise maintenant. Ce qui serait dommage. Je le précise maintenant et si jamais vous voulez savoir exactement de quoi est composé la Candypocalypse, qui est le premier set de Rise TCG, je vous renvoie juste au podcast précédent. Et Zach, ou sur tes vidéos aussi où tu parles de. Ouais, aussi. Tu ouvres des petits samples. Tout à fait. J'ai ouvert des petits samples délicieux, samples que vous pouvez notamment gagner à l'achat d'une display bêta. On a encore du bêta français et du bêta anglais. D'ailleurs, les quantités ont été annoncées. Le bêta anglais est plus rare que le bêta français. Ok. Donc pour tous ceux qui ne voulaient pas trop acheter de bêta anglais parce qu'ils sont plutôt français, vous savez que la population des cartes est probablement un peu plus basse. Et on a, prolongé l'offre des Candy Samples pour l'achat d'une bêta française ou d'une bêta anglaise. Vous avez un sample anglais pour une bêta anglaise, un sample français pour une bêta française. C'est encore disponible si vous achetez des produits chez nous. On passe maintenant à, je pense, une des plus grosses annonces de ce podcast. C'est l'arrivée de la version française de One Piece TCG. Donc ça a été annoncé à la Japan Expo, super endroit pour faire cette annonce-là. Bon endroit. C'était plutôt smart, mais encore une fois, une annonce qui tombe en plein milieu de l'été, ce qui est un peu particulier aussi. Ça va traduire en une pièce, du coup. Ouais, exactement. Un morceau. Le une pièce. Ça amène quelques questions parce que ça a été annoncé pour début 2025, alors que One Piece OP09 en anglais était annoncé pour le 13 décembre. Ce qui était vachement bien pour les revendeurs parce que c'était au mois de décembre, juste avant Noël, donc à un moment où les gens sont plus enclins à acheter du TCG et à faire des cadeaux. Là, c'est un peu dommage de louper le coche de la VF et de le vendre au mois de janvier, alors que... Ça dépend, parce que tu as les sous de Noël pour acheter des petites cartes. Même nous, on sait que dans le monde de l'audiovisuel, YouTube et compagnie, c'est quand même mieux de septembre à décembre que de janvier à... Ouais. On aurait préféré, mais du coup, est-ce que ça va décaler la version anglaise ou est-ce que la version anglaise et la version française vont avoir un décalage de sortie, ce qui serait très bizarre parce que du coup, on aurait la sortie japonaise qui est décalée avec la sortie anglaise qui elle-même est décalée avec la sortie française. C'est plein de questions à laquelle on n'a pas de réponse. Ouais. Pour rentrer vraiment dans ce que ça va impliquer dans être un tenancier de boutique qui a développé une communauté sur le jeu anglais avec du coup maintenant du jeu français qui va arriver. Je vais tourner un podcast avec l'ami Bambichon qui lui est joueur de One Piece et tenancier d'une boutique et il va pouvoir me dire tous les bons points et les mauvais points de l'arrivée de la VF sur One Piece OP09. Okay. Toi, à titre personnel qui t'es mis à jouer à One Piece, oui. Est-ce que tu vas switcher en français ou pas ? Je pense que quand les nouvelles cartes sont disponibles en français, oui. Si je peux y jouer mes cartes anglaises et françaises mélangées. Okay. Si jamais je dois choisir, je vais garder. Non, c'est impossible parce qu'ils ne vont pas réimprimer de OP1 à OP8 en français. Ils vont pas tout réimprimer ? Non, c'est seulement OP9 qui commence en français. Ok, bon dans ce cas-là, si je peux mélanger... Absolument jamais de problème de cross de langue. Si le prix est abordable, je pense que ce sera le même que l'anglais, logiquement. C'est censé. Je prendrai en français. Mais tu sais que dans tous les TCG, le prix français coûte plus cher que le prix anglais, à la revente notamment sur les cartes. Donc c'est possible que mécaniquement, l'offre sur le français soit quand même plus restreinte que sur l'anglais. En fait, actuellement, avoir des produits en anglais, c'est un peu relou. Tu peux avoir les cartes, mais les produits scellés, c'est pas évident. Ça commence à devenir... ça commence à être plus simple. Donc je me dis, si c'est simple d'avoir du français autant que de l'anglais, go. Sinon, l'anglais, c'est pas un problème pour moi, donc je peux continuer en anglais si c'est moins cher. Donc toi, t'es pas du genre à transitionner directement en français et ça te dérange pas d'avoir une partie de tes cartes en anglais et une partie de tes cartes en français. Non, c'est déjà le cas Magic, je suis habitué. Donc elle est vécue vraiment comme une scission dans la communauté. Une partie, bien sûr, une partie qui est extrêmement contente de pouvoir avoir l'acquisition de masse et faire entrer plein de gens dans leur TCG parce que maintenant les boutiques, plus jeunes.
les plus jeunes et parce que leurs boutiques vont pouvoir vendre du jeu français. On sait qu'en France, globalement, quand les cartes elles sont pas en français, c'est dur de développer le jeu. Et une autre partie qui dit bah ouais, mais moi je collectionne depuis OP1 en anglais et moi ma collection elle est anglaise et ça me casse les couilles de devoir choisir. Bah, du coup, tu peux continuer à collectionner en anglais, hein. Genre, il y a des gens comme nous qui ont par exemple des cartes japonaises pour Oui, la mais collection. ces Et gens-là, ils préfèrent collectionner en français, tu vois. Ils ont fait de l'anglais parce qu'ils n'avaient pas d'autres Ils avaient pas le choix. solutions. Et comme il n'y a pas un reprint annoncé en français de OP1 et OP8, ce qui est tout à fait légitime, hein, cela dit, ça serait impossible pour One Piece d'assumer ça, ça amène quelques problématiques. Bambichon nous en parlera dans la vidéo dédiée que je vous invite à regarder la semaine prochaine. Même pour les revendeurs, c'est très compliqué. Tu as développé ta communauté en leur vendant de l'anglais. Tu as précommandé actuellement tes displays anglaises. Et du coup, ta communauté, tu vas leur dire, bah non, mais maintenant, en fait, il y a du français. Ouais. Comment ça se passe du coup? Tout ce que tu as précommandé en anglais, comment tu le vends? Ouais, c'est bizarre. C'est très bizarre. Donc voilà, il y a pas mal de choses auxquelles moi, j'ai pas les réponses, mais auxquelles Bambichon va pouvoir répondre, quoi. Ouais, je t'avoue, moi, C'est une annonce qui était vue comme, waouh, génial. Et en fait, quand tu creuses, tu te dis, putain, ça amène des trucs un peu bizarres, en fait. Ouais, après, pour moi, c'est vraiment du détail. Les gens qui sont un peu en mode, enfin, pas deg, mais qui sont genre, ah bon, bah ça y est, le français. En fait, ils l'attendaient depuis le début, donc qu'ils soient pas contents, je comprends pas trop. Quand bien même t'as une collection en entier en anglais, bon bah maintenant t'as le choix de la continuer en anglais, ça ne s'arrête pas, ou de switcher sur le français. Et puis jusqu'à ce qu'ils annoncent le français, ça n'existait pas. Donc jusqu'à ce qu'ils annoncent les reprints, les reprints n'ont pas lieu. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça se trouve là les gens ils disent bon bah je prends du français. Puis ensuite ils disent bon bah de OP1 à OP8 on réédite petit à petit avec des super packs. Ça, j'y crois. Honnêtement, je m'attends pas à ça et je le leur demande même pas. Non, mais c'est pour pas moi, impossible. l'arrivée du français a pas besoin qu'ils mettent ça en place. Bah, vu les catalogues, vu les plannings d'impression qu'ils ont, franchement, j'y crois peu, quoi. Ouais, mais bon. Enfin, si t'as des problèmes sur tes stocks en anglais et que d'un coup tu peux rajouter du français, c'est-à-dire que t'as pu avoir. Mais attention, ils sont malins, ils vont rajouter le français que dès lors qu'ils ont plus de problèmes de stock. Parce que là, ils ont plus de problèmes sur leur stock. C'est bien pour ça qu'ils se sont permis de rajouter du français. Ouais. Bon, je pense que, en vrai, c'est juste du plus. Ouais. Et pour moi, genre, si j'ai le choix et que c'est le même prix, je prends du français, surtout pour des produits scellés. Après, pour l'achat de cartes et unités, moi, quand je fais des paniers card market, par exemple, je fais français-anglais, acheter moins cher. Et... Ouais, moi aussi, je suis team. Ça me dérange pas de cross français et anglais. J'ai pas trop ce problème-là. Mais je comprends toutes les dynamiques que ça peut avoir pour le consommateur et toutes les dynamiques que ça peut avoir pour les professionnels. Nous, on n'a pas encore accès au catalogue de One Piece en anglais et en français, donc ça nous impacte pas. On n'a pas encore commandé par exemple OP9 et tout, donc on n'est pas dans ce truc-là. Mais ça m'intéresse côté revendeur aussi d'avoir un petit peu la vision de ça. C'est même pas le même distributeur. One Piece anglais, c'est Blackfire. One Piece français, ça sera Asmodée. Ah ok. Donc c'est quand même particulier, tu vois. Ça va mettre quand même en place des dynamiques qui sont un peu étonnantes. Donc effectivement. Donc à voir. À voir pour cette annonce qui, attention, reste une super annonce à mon sens. Quand même. En parlant de One Piece, OP09. Eh ben OP09, là on vous en a parlé pour la sortie anglaise, qui est donc du coup, vous l'avez compris, en anglais aux alentours de décembre et en français début 2025 sans date communiquée. Mais avant ça, ça sort au Japon. Et ça sort au Japon 3-4 mois avant, parce que ça sort au Japon au mois d'août. C'est l'extension la plus attendue de One Piece, parce que c'est les 2 ans de One Piece Card Game. Vous savez que pour les anniversaires, les Japonais, ils adorent faire des super extensions. Pour les 1 an, il y avait eu OP5 et OP5 c'était juste la folie furieuse avec 3 secret mangas alternatives et notamment la manga alternative la plus rare et la plus chère de One Piece Card Game. Là, c'est l'extension qui met en avant les 4 empereurs, les 4 Yonko qui sont probablement peut-être les 4 personnages les plus populaires de One Piece si t'enlèves l'équipage du chapeau de paille. Donc c'est effectivement très attendu. Nous d'ailleurs sur labelcard.fr, on met en avant la collection One Piece et notamment le One Piece japonais. Vous pouvez d'ores et déjà au moment où vous regardez cette émission précommander vos boîtes de booster OP09 en japonais. Ça sort, je sais plus exactement quand, fin août je crois. Donc vous avez là 1 mois à peu près pour faire vos précommandes. Je sais que Bandai a fait pas mal de cuts parce que ça a été, en fait, comme c'est une extension anniversaire, c'est extrêmement demandé. Ouais. Les mangas n'ont pas été révélés, mais comme pour OP05, il y a eu 3 mangas, on s'attend à ce qu'il y ait là aussi on se doute. Beaucoup de cartes manga, peut-être même les 4 empereurs en manga, ce qui serait totalement fou furieux. Donc voilà, nos quantités, nous, sont un peu limitées. Si vous les précommandez, tardez pas trop non plus pour OP9, ça va s'arracher comme des petits pains. Comme des petits pains. Et là, donc, ils ont
révélé les 6 leaders alternatifs, donc les cartes para-leaders qui sont toujours à part les SP et les mangas, les cartes les plus recherchées du set. Ouais. Et on a donc les 4 empereurs qui ont été révélés en para-leader. Ils ont décidé de faire des versions grosses têtes et non pas des versions équipage. Les grosses Et têtes. moi, j'adore les versions grosses têtes et celles-là, je les trouve exceptionnelles. Alors, évidemment, le PL du montage, je vous les affiche là. Vous avez donc la barbe noire, vous avez la baggy, qui est un gros spoil pour toi, mais qui est un spoil délicieux, je pense. Mais j'ai très hâte. Je me doutais. Ça pour le lui coup, va très bien. Mais j'ai très hâte de savoir pourquoi. Pourquoi, ouais. Pourquoi, comment. Pourquoi sur la super rare qui est associée à la carte, il est à côté de Crocodile. Ah, ça, je sais. Ok. Ça, je savais déjà. C'est Enfin, je sais un peu. Des bons partenaires de crime, moi j'adore. Franchement, cette team de Baggy, Crocodile et d'autres persos que tu connais, mais Ouais, je ouais. ne sais pas, c'est une team de fous furieux. Et donc on a les 2 autres empereurs, évidemment, Luffy et Shanks. Magnifique. Enfin, je sais que tout le monde n'est pas fan des leaders grosses têtes. Mm. Celles-là, elles font vraiment l'unanimité, elles sont exceptionnelles, je trouve. Très joli. La Shanks et la Baggy sont Incroyable. extraordinaires. Moi, c'est simple, les 4 seront récupérés quoi qu'il advienne. Voilà, c'est sûr très et beau. certain. Ça rentrera dans la collection. Donc voilà, En quelle langue? en japonais. Moi, je collectionne toujours en japonais. Et Ah ouais? je, Même si tu pourrais les jouer, ceux-là? si je les joue, je les achèterai aussi en. Ah, tu doubles, toi. Attends, quoique, non. Franchement- C'est pas vrai. Pour Gecko Moria, que je joue, je l'ai pimpé en anglais. Donc, du coup, je ne l'ai pas pris en japonais. Mhm. Donc, celui que je joue, je le prendrai en anglais. Si jamais je dois jouer l'un de ceux-là. Ouais. Si je les joue pas, ça sera juste en japonais. Donc, Ça je roule. collectionne en japonais et je joue en anglais/français. Moi, ça m'est totalement égal. Comme toi. Si j'ai possibilité d'avoir des displays françaises, je prendrai des françaises. Ouais. Mais OSEF total. Moi, je préfère parce que pour montrer le jeu aux gens, c'est toujours plus agréable Ouais. quand tu montres en français, quoi. J'entends. Le prix de la revente aussi est plus élevé. Ça peut, Mm. ça peut avoir un intérêt si le prix des boîtes est le même aussi. Bah ouais. Donc voilà, dispo en précommande sur labelcarte.fr. N'hésitez pas. Chapitre 2. J'appelle ça un chapitre à cause de l'Orcana. Ouais. Tous les TCG maintenant ont des chapitres. L'Orcana est rentré dans ma tête très très fort. Mais non, c'est le set numéro 2 Deuxième de set. Star Wars Unlimited. L'ombre de la galaxie, qui a été évidemment très difficile en termes de distribution, parce qu'on sait que le set numéro 1 a eu un succès de zinzin. Donc forcément, ça a été difficile même pour vous de récupérer des quantités. On espère que ça va rentrer dans l'ordre à partir du set numéro 3, numéro 4, quand ils vont pouvoir calquer l'offre sur la demande. Ne vous inquiétez pas, ça rentrera dans l'ordre. Mais je voulais juste vous faire un petit point sur le lore de chaque set. Vous savez qu'en fait, pour chaque set de Star Wars Unlimited, ils prennent une certaine partie de la légende du verse Star Wars. Notamment sur le premier set, on avait beaucoup de premières trilogies qui étaient mises en avant, donc avec Luke, Han Solo, Dark Vador. Et là, ce set numéro 2 met plutôt en avant les univers étendus et la post-logie. Donc des personnages comme Rey, comme Kylo Ren, qui ont des showcases alternatives magnifiques. Celle de Kylo Ren, c'est une dinguerie. Bon, faut aimer ces personnages-là. Moi, j'aime pas trop la postologie, mais j'aime beaucoup le personnage de Kylo Ren. Mhm. Que ce soit l'acteur ou le personnage, j'aime la carte en fait et le gars. Seront mis à l'honneur aussi le personnage du Mandalorian, qui lui est très populaire. Donc forcément, Très très populaire. sa showcase alternative est très belle d'ailleurs et va coûter très très cher. Mhm. Et ça nous amène à penser, je ne sais pas même si ça n'a pas été révélé, que le set 3 fera enfin honneur à la prélogie. Et pour les enfants des années 90 que nous sommes, la prélogie, c'est bangers. Ouais. Donc voilà, 90-2000. Ben ouais. Donc j'attends de voir. Ouais, mais 2000, tu vois, la menace fantôme sortie en 99. Donc quand t'es né dans les années 2000, t'es déjà un peu passé, tu vois. Alors que nous, la prélogie, on l'a eu Oui, pleine mais qui ont adolescence. grandi. Genre La revanche des 90-2000. Sith, ça sort, j'ai 14 ans. Tu vois, je Ouais. suis au climax de émerveille un ado, tu vois. Oui, oui. Je vois. C'est comme ça que je l'ai vécu, moi, étant jeune. Et donc, on attend au 7-3 peut-être des showcases pour les collectionneurs. Je parle évidemment de Padmé, de Obi-Wan, de Anakin Skywalker. Anakin. Ce qui serait plutôt très stylé. Donc voilà, je vous invite à vous renseigner un petit peu sur Star Wars Unlimited. Nous, on vous proposera du gameplay sur la TV. Où on fera s'affronter les 2 decks de démarrage ici, donc entre le Mandalorian et le Moff Gideon, que je ne connais pas, parce que je ne connais pas tous les univers étendus, histoire de voir les nouvelles mécaniques qui sont poussées dans ce set 2. Nice. C'est ça l'occasion sera- pour moi d'apprendre à jouer. Ouais, ça sera très sympa, tu verras, c'est très simple et très amusant. Et surtout, ce qui est assez rare pour la plupart des TCG, c'est que tu es
decks de démarrage soient des bons decks pour jouer. Mhm. Il y a Altered qui fait ça très bien, Ouais. où tes sensations sont vite très bonnes et où tu prends du plaisir à jouer avec des decks de démarrage. Star Wars aussi. Star Wars aussi. Star Wars est vraiment dans cette lignée-là. Le set numéro 1 qui est là, bon, qui est vendu, hein, on ne peut pas vous le faire gagner parce qu'il est plus disponible. Et il est déjà On fait quelqu'un. gagner le set numéro 2 qui est tout aussi bien. Quand tu y joues, tu as vraiment l'impression de vraiment jouer au jeu. Et Ok. c'est vraiment trop cool. À la différence, par exemple, des préconstruits Lorcana qui sont très bien pour découvrir le jeu, juste découvrir, mais qui vont pas, quand tu connais le jeu compétitif, te donner les mêmes sensations, tu vois. Alors que là, quand tu connais le jeu compétitif, tu peux quand même un peu tryhard pour battre ton adversaire. Mhm. Et bah, je trouve ça plutôt sympa quand les produits sont plutôt bien faits. Oui, bah c'est mieux. Plutôt que de faire juste des produits de démarrage qui servent à rien après. Bah, ils servent à rien après, ils servent à faire connaître ton jeu, mais par contre, ils t'amènent pas du tout les mêmes, un peu comme à Magic, hein, Ouais, ouais. un soccer deck ne t'amène pas du tout les mêmes sensations qu'un deck de standard. Là, ça reste quand même un peu plus proche des sensations finales. Et Pas mal. c'est plutôt cool. Et enfin, pour finir sur Star Wars, exactement comme pour la D23 de Lorcana, des cartes exclusives liées à des conventions, et c'est normal hein, pour des licences aussi puissantes que Lorcana, aussi puissantes que Star Wars. C'est des licences qui sont très populaires dans les conventions. Et donc, du coup, pour attirer les gens dans ces conventions et pour créer des effets de hype, eh ben, on met en place des cartes à récupérer seulement dans ces conventions-là. Et oui. Donc, pour tous ceux qui seront à la Comic-Con de San Diego, vous pourrez récupérer les 6 cartes exclusives 2024 Convention de Star Wars Unlimited avec un traitement exceptionnel. Effet lasers. Un effet laser. J'ai vu les cartes en vrai. C'est dingo. Elles sont en noir et blanc, mais avec seulement un petit code couleur qui ressort de chaque carte, notamment Vador avec son sabre rouge. C'est Stylé. juste une énorme dinguerie. Et autant ne pas récupérer les cartes Lorcana, je m'en fous un peu. Autant là, j'ai très mal de ne pas pouvoir les récupérer. À la San Diego Comic Con, ils font tout le temps ça pour tous les TCG. Ouais. D'ailleurs, on a dit que c'était pas- à la San Diego pour Lorcana, pas du tout. C'est à la D23. Hein. San Diego Comic Con, c'est pour Star Wars. Ouais, Je ouais. me suis trompé tout à l'heure. San Diego Comic Con, chaque année, alors pas tous les TCG chaque année, mais tous les TCG le font en général. Ouais. Magic l'a fait plusieurs fois, avec des packs notamment Les de packs cartes Planeswalker, Planeswalker. tout à fait. Une fois noir et blanc, une fois zombie, etc. Metazu, RIP, l'a fait avec, à son âme. avec Sanrio. Et moi, ça m'intéressait de récupérer ça, parce que ma chérie étant fan, je me suis dit, tiens, je vais récupérer une petite carte Sanrio, c'est Hello Kitty. C'est cool, mais c'est hors de prix. Il y a un set full gradé 10, c'est $22,000. Enfin, Ouais. des cartes Ah. qui coûtaient rien hein, là-bas. Là, c'est la Comic Con qui met en avant ces cartes-là et où elles seront, j'imagine, distribuées dans le plus grand nombre. Mais il y a 6 conventions dans lesquelles tu peux les récupérer. Il n'y a pas que la Comic Con de San Diego, il y a notamment une convention en Ah Allemagne. oui, c'est des cartes de convention. C'est des cartes de convention, Ah, c'est pas mieux. seulement dédiées à la Comic Con de San Diego, mais Mieux. c'est évidemment, c'est la Comic Con de San Diego, c'est le fief Oui, de Star Wars un peu. bien sûr, Donc c'est là où ça va être le plus mis Les en avant. acteurs, les doubleurs, voilà, qui Toujours. viennent. C'est le rendez-vous des fans de Star Wars, j'imagine. Il doit y avoir Mm. peut-être une convention dédiée à Star Wars, mais la Comic Con, c'est bien placé dans ce Ouais, délire-là. Par contre, je sais qu'il y a une con en Allemagne, donc j'espère peut-être que ça rendra le produit un peu plus accessible. Parce que vraiment, autant je disais celle de Disney, c'est pas grave, autant celle-là, moi, je bouillonne un peu, quoi. J'aimerais bien. Si c'est pas dans une range de prix totalement inabordable, ça me ferait plaisir de les avoir. Et en plus, ça tisse des cartes qui sont pas sorties. Je pense que si c'était que à la San Diego Comic Con, ce serait au-delà de l'inabordable. Ouais. Le Mais prix. du fait que ce soit dans À moins que six ce soit conventions. vraiment massivement distribué, mais ce sera pas le cas. Après, si c'est dans 6 conventions, peut-être. Je pense que, à part pour les plus recherchés, parce que le prix ne sera pas le même pour toutes, Ouais. tu dois pouvoir t'en tirer pour 500 à 1000 euros par carte. Ah, c'est trop cher. C'est beaucoup trop cher, mais Trop cher pour moi. bon, on verra bien. il y a d'autres cartes inabordables. C'est pour ça que. Après, je suis pas obligé de toutes les récupérer, moi. Le Vador, juste déjà, le Kylo Pour Ren, récupérer juste une. ça me va très bien, quoi. Ouais. Et ce qui est un peu particulier, justement, dans ce set-là, c'est qu'ils rééditent, tu sais, d'habitude, ils te mettent des belles cartes, mais pas Mhm. des staples. Tu vois, il n'y a Ouais. pas Diablo dans la carte dans l'Orcana D23. Ouais. Là, il y a Dark Vador, qui est une des meilleures cartes Qui du est jeu, staple. Ouais. qui est un staple. Donc, ne serait-ce que pour ça, la carte peut pas coûter 50 balles. Oui, parce que c'est elle déjà vaut le prix déjà du cher. Vador, tu vois. Eh oui. Donc un peu particulier, pareil, on gardera un œil là-dessus, voir combien ça coûte sur le marché de la revente et si je trouve une belle offre et que c'est pas trop cher, moi je serai client de ce produit-là Ouais. instantanément. Et pour finir ce podcast Oui. en beauté, on va vous parler de la prochaine extension de Flesh and Blood, Rosetta, et pourquoi c'est une extension qui est hyper hype. Déjà, Très attendu. c'est assez incroyable, après une extension comme Part the Mistveil, qui est vraiment un succès Le exceptionnel.
qui est le bangers absolu. C'est incroyable que l'extension qu'ils annoncent juste après soit au moins autant attendue que par The Mist Vale. C'est-à-dire que Flesh and Blood est très bon pour arriver à enchaîner les succès et les hypes. Ouais. Généralement, quand tu fais une grosse sortie, Oui, c'est dur d'enchaîner. c'est dur d'enchaîner, c'est pas grave, tu repars sur une extension un peu plus quali et tu designes ta prochaine hype. Et là, en fait, après Part The Mist Vale, ils nous laissent pas respirer. Pour le 20 septembre, c'est Rosetta qui est annoncé. Et pourquoi Rosetta c'est cool Parce que pour tous les joueurs comme moi qui ont commencé Flesh and Blood à l'époque un peu de l'explosion, un peu mainstream, même si c'est pas vraiment mainstream, Flesh and Blood avec Tales of Aria, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à jouer avec Briar, donc qui est un Runeblade élémentaire, et l'arme de Briar, qui est donc du coup devenu un personnage qui a été banni par les règles, qui est devenu Living Legend. Il a gagné assez de points en tournoi pour Trop ne fort. plus avoir eu le droit d'être joué. Il a mis son petit temps. Ça a toujours été un deck équilibré, ça a jamais dominé le format, mais mécaniquement il a fini par disparaître. Ouais. Qui est l'équilibrage naturel de Flesh and Blood, qui est délicieux d'ailleurs à ce titre-là. Et en fait, quand un héros s'en va, son arme aussi s'en va. Et Briar, la carte qui lui était associée, c'était l'épée de Rosetta. Donc Rosetta était un personnage entre guillemets un peu mystique, mythique, qu'on connaissait pas, mais dont on connaissait l'arme parce qu'elle était associée à Briar. Et donc l'extension Rosetta, au-delà de mettre en avant un personnage que tous les joueurs connaissaient déjà sans la connaître, eh bien, va réintroduire un personnage Runeblade élémentaire Ok. pour que tous les gens comme moi qui ne peuvent plus jouer Briar vont pouvoir rejouer Briar. Et c'est ça toute la saveur de Flesh and Blood, c'est que moi, toutes mes cartes Briar qui étaient un peu tombées dans l'oubli, qui étaient toutes les cartes Runeblade élémentaires qui n'avaient aucun héros avec lesquels être jouées, et ben, se retrouvent à toutes spikées parce qu'on sait qu'il y a un héros Runeblade élémentaire qui va sortir. Donc toutes tes cartes, toute ta collection à reprendre de la valeur. Et moi, dès que le héros va sortir, je vais pouvoir rejouer les cartes que j'appréciais tant, quoi. Et donc, t'es content. Et ça, c'est trop bien. Ouais, mais même cette manière de faire de Flesh and Blood est exceptionnelle, je trouve. Donc Rosetta, très attendu pour toutes les raisons que j'ai citées, parce que le set est hype, parce que le personnage de Rosetta, et puis les élémentaires, en fait, juste les sous-types élémentaires qui sont vraiment très très cool. Très joli. La display est très belle. Ouais, ça va être un super moment encore une fois pour le jeu pour Flesh and Blood. Donc voilà, tenez-vous au courant le 20 septembre chez vos revendeurs physiques. Nous, en tant que boutique internet, on peut pas vous proposer de Flesh and Blood à la vente. Ils ont mis l'accent sur les revendeurs qui font du jeu organisé. Je peux comprendre cette ligne-là de la part de Flesh and Blood. Donc rapprochez-vous notamment des poteaux de chez Play-in qui vous proposent du Flesh and Blood au meilleur prix. Carrément. Ça conclut ce podcast. Bah ouais, on est au bout. On est au bout, c'était pas mal, c'était dense. Il y a des choses à dire. Il y avait beaucoup de choses à dire, on a essayé de vous faire ça quand même de manière, j'allais dire concassée, mais non, de manière condensée. Concassée, ça voudrait dire qu'on a écrabouillé les sujets. On n'a pas fait ça. Et je crois pas. Non. Pas. Dites-nous si on les a écrabouillés. Je vous rappelle qu'en commentant, en vous abonnant, en fait en faisant juste ce que vous pourriez faire naturellement. En étant un viewer un petit peu... un peu engagé. Un tout petit peu. Tu peux remporter ce magnifique set de démarrage du 7-2 en français de l'Ombre de la Galaxie. Donc voilà, n'hésitez pas, ça nous soutient énormément. Et j'ai rencontré pas mal de personnes ce week-end quand j'ai fait mon tournoi Ursula qui m'ont dit je vous regarde, je vous connais, mais je suis pas abonné. Et j'entends, tu vois. Je comprends, mais abonne-toi. C'est gratuit. Abonne-toi, nom de Dieu, s'il te plaît. Abonnez-vous, ça nous soutient et ça nous aide. Et oui. J'ai très hâte du prochain podcast. Dans 2 semaines, sais-tu pourquoi? Alors, qu'est-ce qui sera passé? On pourra débriefer Sol Ring. Et voilà. Non, pas du tout. On pourra débriefer Sol Ring et on pourra débriefer Commander l'Assemblée. Oui. Voilà. Mais moi, je parle du multi-TCG toujours. Ouais, mais j'ai pas. Mais Altered. Ah oui, Altered. Bah ouais. On aura normalement reçu nos produits. Tu sais que les produits d'ailleurs sont envoyés à partir du 15. Donc il y avait un monde où si tu étais vraiment le plus proche de là où ils ont été envoyés, tu pouvais les avoir déjà reçus aujourd'hui. Il y en a qui commencent à recevoir. Bah ouais. Donc, et nous, on est Toulonnais, on est toujours les derniers servis. On est tout loin né. C'est toujours pareil. Même quand on a les envois presse de Wizard of the Coast, on est toujours servi 1 ou 2 jours après les autres. C'est normal, on n'est pas parisien. Mais oui. On attend. Patiemment, sagement. Très hâte du prochain podcast. Parce que là, j'ai fait une petite interview avec le Charles sur les uniques. Allez voir. Et allez voir, évidemment. J'en peux plus, moi. Moi, j'ai qu'une envie. Là, je l'ai vendu à 3 personnes différentes ce week-end qui étaient un peu en mode ah ouais, c'est quoi je dis tout ce qu'il y a dedans. Et les gens sont en mode et c'est faux. Tu penses que tu vas proposer du contenu régulier sur Altered? Ça te chauffe? Quand je dis régulier, un peu comme moi sur Star Wars, en tout cas suivre l'actualité du truc, quoi. En tant que joueur et pour l'actu, oui. Après, en termes de gameplay, le truc c'est que non, mais je parlais pas en termes de gameplay, moi. BGA c'est très pratique, mais c'est pas très visuel.
Et Exalted, je sais pas à quel point ça va continuer dans le temps, parce qu'il y a déjà un truc officiel. Je sais qu'en Donc, tout cas, la dernière fois que j'ai entendu le créateur du jeu se prononcer sur Exalted, il a dit qu'il y voyait aucun inconvénient. Donc pour l'instant ça va, mais bon, dès que tu commences à implémenter le travail d'autrui, donc les cartes que eux développent, je sais que ça peut poser problème dans le futur. Donc je veux pas m'engager tout de suite, parce que si mes outils pour faire du contenu disparaissent, comme on a eu avec Pixelborn, c'est vrai que pour réadapter... Et je parlais pas c'est forcément difficile. faire du gameplay, mais juste en parler régulièrement, faire quelques reviews, Je partager suis, ta collection, faire de la... Est-ce que très les chaud, gens peuvent suivre Val-Epel Multi-TCG pour Alter spécifiquement? Parce que je sais que moi, c'est Je pas pense- forcément le TCG sur lequel je vais le plus m'investir, parce que One Piece a un peu pris le pas, Ouais. parce que Star Wars, Moi parce c'est que... un peu mon Star Wars quoi. Voilà. C'est Ok. un peu mon Star Donc, Wars. du coup, En plus, le gameplay au est même pas très titre loin. que des gens peuvent me suivre sur Star Wars, ils Mm. pourront te suivre pour Alter. Ouais, donc très très Je vais hâte. suivre ça évidemment, mais peut-être proposer moins de contenu que PL dessus. Et à voir hein, si vraiment le jeu explose et que j'y prends goût, surtout si je peux y jouer régulièrement. Ouais. Moi, c'est Ouais, surtout je pense que tu vas ça pouvoir, ouais. que je veux pouvoir faire, parce qu'un jeu auquel je peux pas jouer, Peut-être tu pourrais y jouer pas contre ouf. moi, on va se taper sur la chaîne en remote duel avec un setup de qualité. Ça arrive je très pourrais au moins bientôt. faire ça, ouais. J'aimerais faire du contenu assez régulièrement sur le jeu, quoi. Après, à quelle fréquence, je ne sais pas. Ça Quand dépend on à dit quel point régulièrement, on peut, c'est quoi. juste qu'à chaque nouveau set, tu en parles quoi. Ouais, même entre temps. Minimum, et même Même entre entre-temps. temps. Enfin bref, on verra. Plein de belles choses à prévoir qui arrivent dans le futur. Déjà, recevoir mes boosters et les ouvrir, ce sera une première forme de contenu. Tu ouvres tes 4 boîtes, tu penses? Je vais voir Je suis pas sûr moi. à quel point pensais je à la mange base, mais je bien suis pas sûr. avec Sur la première. sur les premières, parce que si avec les deux premières je peux jouer, c'est vrai que j'ai pas trop d'intérêt à tout ouvrir, Ouais. et en même temps, j'ai des uniques quoi dedans, et j'ai plus de chances d'avoir des uniques, et c'est ça qu'on recherche. Ben Donc ouais. je pense que j'en ouvrirai 3 sur 4, Hmm. de grandes chances que j'ouvre 4 sur 4. Je sais que nous, avec la belle carte, on a précommandé aussi des displays Kickstarter. Donc, au-delà d'avoir les displays classiques au mois de septembre, quand le jeu sortira en global release, on va aussi vous proposer des displays Kickstarter. Je ne sais pas si ça a été implémenté au moment où tourne ce podcast, mais allez jeter un œil. Peut-être que les displays Kickstarter sont déjà en vente chez nous. Et les displays Kickstarter, si tu peux rappeler ce que c'est, globalement, c'est des displays qui sont G-char de fou. Ouais, en fait, avec tous les stretch goals qui ont été atteints, il y a plus de foils, plus de rares, plus d'uniques, des arts alternatifs exclusifs Kickstarter qui sont directement dans les cartes, enfin dans les boosters, donc sur les cartes. Vous n'avez pas besoin de commander en print ces artworks-là. Un skin aussi pour les boîtes différents et Ouais. pour les displays. Je sais qu'il y en a qui Même pour collectionnent. les donc, boosters, ouais, c'est pour les très beau. boosters, ouais, donc Moi, c'est n'hésitez sûr pas. qu'il y en a une scellée qui est gardée quoi qu'il advienne. Mais C'est je pense sûr et que certain. si c'est pas délirant comme prix, je vais essayer d'en avoir d'autres, moi. J'essaie d'en racheter pour avoir du scellé. Parce Moi, que quand, quatre, quand je vois à combien les vendent les professionnels, je Ouais. trouve que c'est pas très cher pour le il jeu. y en a déjà qui sont en vente. Ouais, Ok, je vais checker ça. je alors. trouve que c'est pas très cher. Mais ouais, du coup, c'est vraiment Géchard et je crois, j'avais fait toutes les stats sur une vidéo, je me rappelle plus exactement, mais vous avez un truc comme 25% de rares en plus par display, une unique de plus, je crois, voire deux par display. Enfin, c'est vraiment, Ouais, c'est ça, bien quoi. Et c'est bien parce qu'ils ont fait ça en mode, ça a une valeur évidemment si vous la gardez scellée pour la collection ou pour la Mais revente. t'as une vraie potentielle. valeur à les ouvrir. Mais genre, le jus, Bien il est sûr. dedans. Genre, si vous voulez jouer, c'est plus intéressant d'ouvrir des Kickstart que les classiques après. Si vous voulez jouer tout de suite. Après, si vous êtes patient, vous pouvez attendre et acheter les cartes que vous avez besoin à l'unité. Hein. Mais j'avoue que entre acheter les cartes à unité ou ouvrir une boîte Kickstarter, je pense que c'est vraiment très kiff-kiff en termes de value. Hein. Parce que t'as les uniques. Si t'as Kickstarter, oui. Par contre, la valeur revente des boîtes de Kickstarter sera Ah oui. probablement pas à l'équilibre d'une boîte. Si t'as pas Kickstarté, si t'as pas Kickstarter, vous serez pas gagnant. c'est. Et c'est si un t'as peu tard. Kickstarter, c'est bien fait parce que t'es intéressé à ouvrir. Ouais. Tout à fait. Ça conclut ce podcast. Petite digression de fin, ça vous régale. Je sais que vous aimez ça. On aurait pu mettre un sujet de plus, en fait. Ouais, en fait, j'ai hésité. Je me suis dit, vu que dans 2 Oui, on n'a semaines. pas encore reçu, on allait Voilà. en reparler, mais bon, c'est très bien comme Je ça. voulais juste dire que j'étais hype, mais bon, il y a trop de choses à dire. Mais vu qu'on va faire un gros sujet, à mon avis, Alterne dans 2 semaines, si on a reçu nos produits. Ouais. Dans 2 semaines, on les a pas reçus. J'espère. Je vais appeler Alterne, je vais dire pourquoi j'ai pas eu le produit. là J'appelle Charles. Il est où? Il va dire, ah ben moi je bosse au game design, donc je vais pas t'aider quoi. Fais-moi un colis vite fait, là. M'envoie 2-3 cartes, là. Moi, je suis content. Il t'a dit Charles combien il avait pris de display? Oui. Tu sais combien? Tu peux le révéler ou pas? Il l'a révélé en vidéo ou pas? Ah, si c'est information cachée, faut pas le dire alors. Je crois pas que ce soit information cachée, mais Il en dans a, le il en a doute, pris quelques-unes. il en a pris pas mal plus. Ouais. Voilà. Déjà, je peux révéler un truc, ça, il l'avait dit, c'est que de par le fait qu'il y travaille, Oui. il avait 6 displays. Ok, ce qui est Ils super avaient sympa, quoi. chacun 6 displays. Trop bon art. Et en même temps, c'est vrai que si ta R&D, elle a pas de carte pour jouer, Oui. c'est un
Voilà. Bah, la R&D, on sait ce qu'ils ont. Ils ont des samples, ils ont des bouts de papier pour Ouais, jouer. voilà. Mais du coup, ils peuvent jouer. Ils peuvent jouer avec des vraies cartes, quand même. Et d'ailleurs, bon, on digresse, on est là. On fait ce qu'on veut sur notre podcast. Mais c'est le podcast, de toute façon, le podcast, c'est quoi? C'est deux types qui parlent. Que ça dure 1 heure ou 1h12. Oui. Pareil. J'étais à la CDF. Oui. Et j'ai parlé avec Je quelqu'un. regarde juste que le son enregistre, c'est bon. Oui, t'inquiète. J'étais avec quelqu'un qui a été playtester. Je ne révélerai pas son identité pour l'instant. Ah ouais? Moi, je sais qui c'est, du coup. Il y en a deux. Ah, il y je en a, pense. il y en a plusieurs, mais je pense que c'est pas Ah, celui mais que qui tu était à crois. la CDF, il y en a deux. Qui était à CDF, il y en a deux. J'ai parlé et je lui demande, mais du coup, toi, tu as playtesté, enfin, t'étais consultant et tout, tu comptes jouer au jeu ou pas? C'est une vraie question, tu vois. Et il me dit, bah, je peux pas. Je fais, comment ça? Comment ça, tu peux pas? Et il me dit, en fait, vu que j'ai designé le jeu en partie, enfin, Ouais. aidé à designer le jeu, Vu que j'ai cassé le jeu. en termes de haute compétition, c'est compliqué. Et pour ce qui est un tournoi en LGS, il faut qu'il se présente à l'organisateur et que l'organisateur valide sa présence ou pas. D'accord. Ok. Ce qui ne sera pas un problème, je pense. Oui. Mais c'est vrai que c'est un peu comme ce qu'on retrouve à Wizard de Ouais. bah, si tu William Jensen, Voilà. qui devient directeur de l'Organized Play. donc Plus tu de peux Pro Tour, pas, William. tu peux pas faire de Fini. proto, voilà. Et du coup c'était intéressant comme info. Mm. Et il me disait de toute façon moi je vais très certainement continuer à consulter pour eux. Enfin ils vont le consulter. Ouais. Du coup il a besoin de se tenir au courant donc de jouer. Donc en fait il va jouer naturellement. Et j'espère pouvoir l'avoir sur la chaîne pour parler un petit peu du jeu. Évidemment. Donc voilà, je vous concocte ça en fonction de ses Et vous avez disponibilités, de ses compris, envies. Valepel multi-TCG, là, c'est en plein essor. Ah, On ça a bombe. Ça bombe de 1000 fou, là. 1000 vidéos, on parle de tous les TCG. On a tout le temps des gens, en plus, qui sont compétents pour parler de ces TCG-là. Ouais. Pareil sur la chaîne Lorcana, on a de plus en plus d'invités de la communauté, de gens qui performent, qui réussissent dans les tournois. Donc voilà, si vous aimez les trucs en carton, abonnez-vous, quoi. Nous, Abonnez-vous. on charbonne. Abonnez-vous, bon sang. Donc, franchement, on charbonne et c'est une passion. On le fait vraiment par pur plaisir, quoi. Bah ouais. C'est un pur kiff, là. La passion du contenu et du carton. D'avoir quitté nos tafs alimentaires pour dédier un petit peu notre vie à la création de contenu au TCG et pouvoir créer autant dans le temps qu'on a disponible et pouvoir traiter de tous ces sujets-là, c'est un vrai kiff, quoi. Ouais. Donc, on verra où ça va, mais Dans la bonne direction, j'espère. suivez-nous si vous pensez que ça va dans la bonne direction. Yes. Fin de ce podcast. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Réseau dans la description avec notre chaîne Twitch, Valpel Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, C'était de la belle magie.